Bonjour les crinqués. Aujourd'hui, gros épisode spécial, une grosse entrevue qu'on rêvait depuis longtemps. En fait, c'est depuis 1 an qu'on rêvait de ça parce qu'on en était discuté, moi et Monsieur Bajram, il y a fort longtemps. Puis aujourd'hui, comme la sortie de la bande dessinée est arrivée au Québec, le 8 décembre. Oui. Et puis, on a la joie de pouvoir vous présenter la fameuse BD Goldorak que tout le monde parle partout. Je pense que c'est vraiment un succès phénoménal. C'est un fulgure au point dans le monde de la BD. Un fulgure au point dans le monde de la BD. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 des auteurs de la bande dessinée qui vont venir discuter avec nous de cette BD-là. Ils sont 5. Alors, c'est une équipe de 5 auteurs qui ont travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, on a 3 de ces 5-là. Alors, on a Denis Bajram. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. On a Brice Cosu. Si je prononce mal les noms, dites-moi-les. Parce que Cosu, parfait. Voilà, merci. Et Johan Guillot également qui est là avec nous. Alors, merci beaucoup d'être là. Ça, je pense que c'est la première chose que je dois vous dire. Je suis très, très fébrile, très honoré que vous soyez là avec nous. Parce que si on met ça en contexte, oui, les gens qui nous écoutent en direct le savent, là, mais ceux qui vont nous écouter en différé, on est le dimanche midi au Québec, le dimanche 18h en France, effectivement, avec des gens qui ont peut-être autre chose à faire que de nous parler un dimanche en début de soirée. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci, honnête. C'est super. Enfin, Brice, c'est plus là déjà. Mais... mais ils vont revenir, j'imagine. Il reviendra. Ils vont revenir. Écoute, j'ai envie de vous demander en premier lieu, probablement que c'est une question que vous avez déjà entendue, mais pourquoi Goldorak? C'est ça, 2 petits mots tout simples, mais toute une question. Toute une question. Pourquoi Goldorak? Parce que c'est quand même, on se le cachera pas, une série qui est extrêmement qui a été extrêmement populaire. Culte en Europe, au Québec aussi, parce qu'on l'a eu cette série-là au Québec aussi, qui a pas duré extrêmement longtemps non plus. Et puis on revient plusieurs années après avec Goldorak. Pourquoi Goldorak? Le point de départ, on l'a déjà raconté, mais c'est Xavier en fait qui s'est retrouvé en fait dans on a fini par comprendre qu'il était tombé dans un piège. En fait, les éditions Cana, et c'est pas particulièrement Christelle Holland, sa directrice, avaient envie de lancer une collection d'hommage aux héros de notre enfance. Entre avoir cette envie-là et puis trouver les auteurs pour le faire, c'est pas rien. Or, il s'avère que Xavier avait déjà lors d'un repas avec les éditions d'Argo Belgique, où se trouve Cana en fait, et où se trouve le Lombard, etc., avait déjà parlé de Goldorak comme ça. Et donc Christelle, pendant le festival d'Angoulême, mange avec Xavier, et puis lui dit: oh, mais il paraît que t'es fan de Goldorak. Et en fait, Xavier a commencé à lui dire: ah ouais, moi j'adorerais faire un Goldorak comme ça, tout seul, comme un grand. Okay. Donc c'est pour ça qu'au début on a cru que c'était son idée à lui. Il commence à lui raconter, et puis il commence à lui raconter un épisode de Goldorak en lui disant: oh, moi j'aurais, ce qu'il faudrait faire, c'est l'histoire qui se passe, je sais pas, 10, 5, 15 ans après, et puis Goldorak a disparu, et puis les gens cherchent, etc. et tout. En fait, il lui a raconté en gros ce qu'est le livre aujourd'hui. En tout cas, son idée principale, qui est se retrouver Goldorak en fait, qui est vraiment le moteur du scénario. Et le repas se passe bien, et puis au moment où il a fini de faire son andouille, parce que dans sa tête il fait l'andouille, il raconte une histoire à une table où il y a des éditeurs, mais enfin bon, il est hors de question c'est impossible de faire la suite de Goldorak, quoi. Et là, Christelle Holland lui fait: écoute, moi j'ai rencontré Gonagai, j'ai les contacts, on peut lui demander. Bon, et là Xavier se rappelle qu'il ne sait pas dessiner, enfin un petit peu, il dessine un peu. Il y a un petit blanc dans sa tête, et en fait, il s'avère que c'était pendant le festival, et il savait qu'il allait pouvoir m'attraper. Alors Xavier et moi, on est des très vieux copains. Ça fait 30 ans qu'on se connaît en fait. J'avais commencé un tout petit peu dans la bande dessinée avant lui, et on était en atelier avec Mathieu Laufray à l'époque. Et on avait accueilli Xavier et Alex Alice en fait à l'époque, très jeunes auteurs pour parachever leur formation. Bon, ils arrivaient d'école de commerce en l'occurrence, donc il y avait quand même un peu de boulot sur le dessin encore. Et donc Xavier a pensé à moi parce qu'il savait que j'étais fan de Goldorak. Et puis ça fait très longtemps qu'on se tourne autour avec Xavier, c'est-à-dire qu'on est des vieux copains. On s'est toujours dit que s'il y avait une occasion un jour, on pourrait peut-être faire un truc ensemble, etc. et tout.
Donc en fait, il m'a attrapé dans le festival et il m'a dit, je crois texto, est-ce que tu veux faire Goldorak? Assez direct comme question. Ouais, et j'ai pas très bien compris en fait. Sur le coup, il y a eu un petit moment de. Puis je lui dis mais quoi? Il me dit une BD de Goldorak. J'ai dit mais c'est impossible. Il me dit écoute, il y a Kana là, ça a l'air de pouvoir se faire. Alors, et dans mon cerveau, il y a tous les trucs qui se sont mélangés, j'ai pas le temps, mais c'est pas grave, on va le trouver. C'est super dangereux, on va être attendu au tournant. Est-ce que c'est pas ringard toutes ces années après? On s'en fout, j'adore ça, c'est aujourd'hui et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis alors le truc qui m'a sauté à la figure, mais tout de suite après, c'est je suis pas capable de le faire. Okay. Parce qu'en fait, je me suis tout de suite dit, il faudra même si on va devoir moderniser Goldorak, il faudra qu'on soit dans le ton. Or le ton, c'est un ton qui est un ton de culture japonaise, de culture anime et manga, quoi. Et particulièrement sur les personnages. Et donc je sais que j'ai eu le flash immédiatement de Brice dans la tête, parce que Brice, il est vraiment le produit de cette culture-là. Il a dû désapprendre à faire du japonais, j'allais dire, pour commencer dans la bande dessinée, parce que quand il a débarqué, il voulait surtout faire du manga à la limite. Donc il a appris à faire de la bande dessinée parce que signer avec ça il y a quelque temps, c'était pas possible. Et la deuxième, et comme j'ai pensé à Brice, j'ai immédiatement pensé à son copain d'atelier, Alexis. Et je me suis immédiatement dit, ouais, en plus Alexis, c'est le bon gars pour faire ce genre de SF, parce que moi, je suis trop sérieux, je suis trop hard science. Or, Alexis, il a ce côté, il fait de la SF fun, quoi. Lui, il est capable de faire des extraterrestres avec des oreilles en pointe sans que ça le choque, quoi. Alors que moi, il y a un côté, mais pourquoi ils sont humanoïdes? S'ils viennent d'une autre planète. Donc, immédiatement, je me suis dit, bon, faut que je les attrape tous les deux, ce serait génial de faire ça. Alors, on a un atelier, en fait. Virtuel, donc on se cause tous les jours, mais il s'avère que là Alexis était à Angoulême, donc j'ai attrapé Alexis qui a fait à peu près la même réaction que moi, je pense. Et puis une fois qu'il a réglé le bug informatique, il a fait taper Brice, et c'est là que tu rentres dans le jeu. Voilà. Donc, alors ce qu'il faut savoir, tu as dû dire que c'était un déjeuner, donc là il s'est passé beaucoup de temps. Là il est 2h du matin. Moi je suis pas à Angoulême, je suis pas invité cette année-là. Et moi je reçois un. Donc il est à jeun, lui. Voilà, c'est ça. Moi je suis à jeun, dans mon lit en train de dormir normalement. Et je vois un appel parce que forcément je suis très logique, j'éteins pas mon téléphone la nuit et bon, téléphone qui sonne, forcément je réponds pas. Ça me laisse un message. J'écoute parce que je me dis toujours si ça laisse un message, c'est peut-être important à 2h du matin. Je regarde pas qui c'est. Et là j'entends Alexis, j'ai un truc incroyable à te dire, mais je t'en parlerai lundi. On était samedi soir, hein, on était samedi à dimanche. J'ai dit, putain, l'enfoiré, il me réveille. Un truc énorme, incroyable. Ouais. Ben oui. Mais je peux pas t'en parler là-dessus. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je rappelle pas de suite parce que je suis en train de dormir et j'ai envie de dormir. Donc, j'attends le lendemain. J'attends midi. Parce que c'est ce qu'on disait. Il est 2h du matin. Ils sont à Angoulême. On n'appelle pas à 9h30, 10h du matin, en général, le dimanche. Donc, j'appelle le lendemain midi et il insiste au téléphone. Il dit, non, je peux pas t'en parler au téléphone. On en parle au bureau. Enfin, du coup, à l'époque, on avait l'atelier chez lui. On en parle lundi. Bon, d'accord. Bref, moi, je suis là à me poser toutes les 1000 questions possibles. Et bon, j'arrive lundi matin et puis le même cirque. Voilà, ça a été. Est-ce que tu veux faire Goldorak? Aucune réaction de ma part. Lui-même me dit cache ta joie. Je dis non, mais tu me prends au dépourvu là de suite. Ah ouais, Goldorak. Ouais. Ah, dis donc, ouais, ça serait cool. Et bref, il est peut-être un petit peu déçu, je pense, de ma réaction. Puis bon, la journée commence, on prend le café, on va bosser. Et moi, je travaille, je suis en train de bosser. Et dans ma tête, tu sais, ça commence comme ça, on va dire, c'est crescendo. Ça commence à faire Goldorak, mec. Puis en fait, toute la journée, c'est monté. Et en fait, c'est le soir à 8h quand je suis chez moi, où j'ai vraiment la voix dans ma tête qui fait mais Goldorak, putain. Et là, du coup, je prends mon téléphone, je rappelle Alexis, j'ai dit non mais Goldorak, t'es sérieux? Il me dit ah ouais, ça met le temps à monter quand même. Je dis oui, pardon. Voilà, donc en effet, lundi soir, c'était bouclé, on était tous comme des fous comme ça. T'as fait un what the fuck au ralenti. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça se refuse une demande comme ça de faire Goldorak? Je veux dire, c'est comme un. C'est un rêve, c'est un rêve, mais en même temps, peut être une malédiction. Ça peut être une oui, effectivement, parce que c'est un terrain qui était miné quand même. Là. Moi, je dirais que ça ne se refuse pas. Par contre, il y a intérêt d'être prêt à le faire. Mais on s'est dit,
tu peux pas louper une occasion comme ça. C'est pas possible. Il s'avère que pour moi, Goldorak, j'oublie à chaque fois de le sortir, mais c'est la première BD que je fais. Et quand on dit première BD, c'est j'ai 10 ans. Et je fais une bande dessinée de 20 pages qui raconte une aventure de Goldorak, quoi. Donc, oui, on en a mis 2 pages dans l'album, il faudrait que je la ressorte, elle est quelque part ici. Ouais. Et donc, moi, ça se refuse pas. Je vais avoir 50 ans, je les ai pas encore au moment où le projet débarque, mais, 6 ans, le gars. J'ai eu la chance d'avoir une carrière dans la BD qui vient passer, mais d'un seul coup, on dit, t'as l'occasion de boucler la boucle, quoi. Il est hors de question de dire non à ça. Et j'aurais dit non à Albator, à Ulysse 31 et compagnie, hein. C'est vraiment Goldorak et Goldorak et Goldorak. Alexis, c'est exactement pareil pour lui. Goldorak, c'est vraiment les premiers souvenirs d'enfance, de fiction, etc. et tout. On a quasiment le même âge avec Alexis et voilà. Chez nous, c'est complètement évident qu'il faut le faire, quoi. Il y a pas un personnage de fiction qui nous touche autant avant de rentrer dans des choses plus adolescentes après, éventuellement, voilà. Même chose pour moi, soit dit en passant. Quant à la question de savoir si ça se refuse ou pas, moi quand ils me l'ont proposé plus tard, j'ai un planning plein tout le temps et je me suis dit mais j'ai pas beaucoup de temps, mais si je refuse ce truc, je crois qu'après je le regretterai très longtemps. Et puis même c'est trop énorme, je peux passer à côté, donc non, on peut pas refuser ça, c'est pas possible. D'ailleurs là je suis en train de gérer le planning que j'ai dû mettre en retard pour pouvoir faire ça. C'était une de mes questions, moi, par rapport à ça. Je veux dire, vous êtes quand même 5 auteurs reconnus, vous avez tous des séries en cours, vous avez tous fait des BD incroyables, vous êtes reconnus, et puis comment vous avez trouvé le temps à l'intérieur de tout ça pour... C'est 5 ans, Goldorak, que ça vous a pris. C'est énorme. Ouais. C'est pas 5 ans pour tout le monde, hein. C'est 5 ans pour tout le monde. Pas pour tout le monde. OK. Concrètement, c'est 3 ans et demi de travail qui sont étalés sur 5 ans. Justement, on s'est arrangé pour toujours. Parce qu'on a travaillé en plusieurs phases et on n'a pas tous travaillé en même temps dessus. On a essayé de segmenter un maximum, même si quand il y en avait qui travaillaient dessus, les autres intervenaient. Mais du coup, on a tous géré ça en fonction de nos albums. Moi, par exemple, je peux te dire que ma façon de travailler, ça a été... Alors, attends, je vais pas te dire de bêtises. J'ai fini mon tome 6 de Frunk. J'ai fait le storyboard. J'ai fait mon tome 7 de Frunk. Et après, j'ai fait l'ancrage. Voilà. Tu vois, donc il suffisait simplement que tout se chevauche bien, entre guillemets. Alexis, c'est pareil. Nous, comme on travaille ensemble vraiment en atelier avec Alexis, on s'est arrangé pour y travailler ensemble au même moment. Donc ça, on a pu s'arranger. Lui avait sa série No là chez Comics Bureau. Donc c'est pareil, c'est une alternance en fait entre les deux. Donc on a été nous la première passe au dessin. Et il y a ensuite Denis qui a pris le relais au storyboard. Et pendant que Denis prenait le relais au storyboard et finissait le storyboard, nous, ce qui avait été validé au storyboard, on pouvait éventuellement commencer l'ancrage. Et en fait, on a travaillé un petit peu en flux tendu comme ça. Voilà. Donc, c'est simplement une question d'organisation. Mais ça fait dire que j'ai failli exploser le projet parce que j'étais très occupé par le syndicat des auteurs à ce moment-là. Ouais. Et j'ai complanté. Alors c'est bien parce que j'ai commencé à planter Universal War avec le syndicalisme. Et puis après, je l'ai achevé avec Goldorak. Donc, c'est voilà comment mettre 5 ans dans la vue à ses lecteurs en une leçon. On est patient. On est patient. Bah, oui, heureusement. Nous sommes patients. Alors, ne t'inquiète pas, Denis. Heureusement, mais et c'est vrai qu'on a même eu du mal à être calé en même temps. Alors heureusement avec le numérique, comme le projet est entièrement dessiné en numérique, on a quand même pu pendant tout le temps s'échanger, se montrer. Pendant qu'ils avançaient, moi j'étais en train de, même si j'étais très occupé à ce moment-là par des problèmes syndicaux, je regardais à chaque fois, puis ça m'a laissé le temps de mûrir par rapport à tout ce qui me paraissait à réviser justement. Donc quand j'ai débarqué, je crois que ça a été pas mal qu'on ait du temps comme ça, 5 ans, parce que ça nous a laissé souvent le temps de mûrir en fait. Que ce soit par rapport au travail des autres ou par rapport à son propre travail. C'est assez rare d'avoir du recul sur son propre travail, et là on a sorti un livre sur lequel on avait totalement le recul, quoi. Moi, il y a toujours quelques trucs dont je suis pas content de cet album-là, mais je sais que c'est parce que à nous 5, on pouvait pas faire mieux. Voilà. C'est pas parce que ça a été fait et puis qu'on n'a pas eu le temps d'y revenir ou
Donc c'est un album comme on en fait peu dans sa vie, un album extrêmement accompli, quoi. C'est comme si on avait fait comme Hergé, on avait fait le premier Tintin et puis qu'après on a fait le studio Hergé pour faire la meilleure version du bouquin. On a eu le temps de faire la fameuse révision que normalement l'auteur célèbre fait 30 ans après, quoi. Ouais, c'est plus qu'un album, c'est une aventure vraiment ce truc-là. Hein. Je sais pas si je revivrais quelque chose comme ça. Il y a que toi, Johan, qui a vraiment dû encaisser entre autres mon retard sur le projet et qui s'est retrouvé avec un effet de bloc très important à la fin quand même sur le boulot, quoi. Ouais, c'est vrai que la couleur, ça a été très condensé le temps, la partie planning de la couleur. Mais bon, c'est comme ça, hein, les aléas. Ça s'est fait à la fin ou au fur et à mesure que les planches sortaient, la couleur, où on a vraiment comme donné le coup à la fin? Au fur et à mesure, en fait, c'est tout le temps comme ça. En BD, c'est très rare enfin, c'est très rare, ça arrive, mais ça arrive que des fois l'album soit intégralement dessiné et puis que ensuite on fasse toute une étape couleur avec toutes les pages disponibles. Mais là, le plus souvent, c'est en cours, c'est-à-dire qu'il y a des pages qui sont ancrées et puis on reçoit les pages, on les met en couleur. Là, c'était le cas sur Goldorak. Et d'ailleurs, c'était très bien puisqu'en fait, Denis finissait de faire des passages sur les ancrages et de les dernières corrections qu'on voulait tous faire. Voilà, ouais. Pendant que j'étais sur les couleurs et du coup, il a dû le pauvre, il a dû être soumis à une gymnastique mentale assez intense puisque de temps en temps, moi qui arrivais sur qui voyais les pages terminées normalement, je disais bon bah là peut-être que là il y a un petit souci ou un machin, donc une correction, d'accord. Après de multiples passages, donc il fallait refaire une correction, etc. Je montrais des pages en couleur. Là ça j'avais pas vu ça comme ça. Bon attends, on va refaire une correction d'ancrage, on va remodifier ça. Et donc en fait il y avait des allers-retours constants comme ça. Et au final c'est bien que la couleur ait été faite pendant le noir et blanc parce que ça permettait de garder toute cette énergie et tout ça. Enfin, ça aurait été beaucoup plus dur sinon. Mais la dernière grosse correction d'ancrage, elle a été faite parce que toi et Anaïs, vous avez détecté un problème par rapport aux histoires de médaillons, et on a changé le médaillon parce qu'en fait, il y a deux médaillons de Thor différents dans le dessin animé, et nous on était partis sur le mauvais en fait. On a fini par le comprendre, enfin le mauvais. Ça aurait pu fonctionner, hein, mais comme il y avait l'idée qu'il y ait deux médaillons, c'était le premier et pas le deuxième qu'il fallait prendre. Et vous mais alors que c'était le médaillon vraiment qu'on voit. Donc résultat, les couleurs étaient faites et on a corrigé le noir et blanc, mais genre 15 jours avant la fin ou 3 semaines avant la livraison à l'imprimeur, quoi. Peut-être un peu plus, mais oui, c'est vrai que ça a été pas longtemps avant la fin, oui. C'était les cheveux de Vénusien, parce qu'il y a eu les cheveux de Vénusien aussi, quand même. Non, mais ça c'est la phase correction couleur, parce qu'en fait on a fait une ultime phase de la même manière qu'on avait fait des passages multiples sur le storyboard puis sur l'ancrage, ensemble avec Johan, on a fait une ultime passe sur les couleurs à la fin. Non mais le coloriste qui dit qu'il faut refaire de l'ancrage, c'est n'importe quoi. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Nous, on a vu ça. Je crois que tu l'as dit. Je crois que tu t'es dénoncé toi-même. Mais est-ce que pendant tout le processus, il y a eu des mésententes? Des mésententes. C'est ça, vous recevez des planches puis vous dites non, mais ça peut pas fonctionner. Faut corriger ça. Ou... Ah oui. Non. Mais sans mésentente. C'est-à-dire, il y a clairement eu des moments où on n'était pas d'accord. En fait, on a toujours fonctionné comme ça depuis le début. C'est que s'il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord, c'est pas parce qu'il était seul et que les 4 autres étaient contents. C'est lui, lui par contre s'il n'est pas d'accord, on va l'écouter, on va voir. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est que les 5 soient contents. C'était, on se dit, on est 5 auteurs, on aurait envie de penser que c'est un système de démocratie. Non, c'était un système de dictature, mais dictature éclairée. Dictature éclairée, le scénariste. Sur le fait qu'on va écouter celui qui dit non, moi je ne veux pas. Bon d'accord, ok, c'est toi qui as raison, il y a peut-être quelque chose qui déconne. Ça veut pas dire que ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des moments où il a fallu qu'on prenne beaucoup de recul, mais on a toujours fait ça on s'est toujours respecté les uns les autres, ça c'est évident. Le but n'était jamais, entre guillemets, de prendre le pas sur l'un ou sur l'autre. On voulait vraiment avoir quelque chose le plus synthétique possible
mais où on puisse voir vraiment le travail de chacun et que ça soit plus la synthèse de tout ce qu'on a apporté, plutôt que de se segmenter en fait. Je sais pas si c'est assez clair, mais voilà, on voulait vraiment que les 5 soient contents. C'était vraiment évident au début. On était d'accord sur le ton du projet, très clairement au départ. C'est-à-dire, c'est marrant parce que c'est une phrase qu'on a trouvée plutôt sur la fin, mais faire la suite de nos souvenirs. C'est-à-dire pas faire la suite exacte du dessin animé, mais faire la suite exacte à la dimension de nos souvenirs de ce dessin animé. Le Goldorak, il était beaucoup plus grand, beaucoup mieux animé, les histoires étaient beaucoup plus incroyables finalement, même si elles sont très bien que le dessin animé. Et on voulait être à la hauteur de ça, et il n'y avait pas du tout l'idée de faire un reboot, mais au contraire l'idée de faire la suite de ces souvenirs. Et en fait, c'était tellement clair qu'il n'y a pas eu de désaccord artistique. Les désaccords, ils ont été des moments où il y en avait un ou deux ou trois qui disaient on n'y est pas. Cette scène-là sonne pas comme elle doit sonner. Ça, c'est pas assez grand, c'est pas assez triste. Les yeux de ce personnage n'envoient pas la bonne émotion. Ça peut être parfois sur des détails de cet ordre-là, mais à l'arrivée, on s'est jamais rien pardonné là-dessus. C'est-à-dire que jusqu'au bout, à chaque fois qu'il y en avait un qui avait le sentiment qu'on n'y était pas, alors on se disait tous, s'il y en a un qui a ce sentiment-là, il y aura plein de lecteurs qui ont ce sentiment-là, c'est que c'est pas encore abouti, c'est qu'on doit pouvoir faire mieux, quoi. Alors c'est pas aboutir à un résultat qui fait plaisir à tout le monde, en fait, c'est aboutir à un résultat qui rend tout le monde fier. Ok. Quelque part, il y a dans l'élaboration quelque chose qui nous a bien aidé aussi, c'est que vu qu'il y a eu plein d'étapes de storyboard et plusieurs étapes de dessin, puis d'ancrage, etc. Finalement, quand il y avait un truc qui allait pas, c'était pas un énorme truc parce qu'il y avait la mise en place avait été tellement longue, laborieuse et puis finalement affinée que si jamais on détectait à un moment quelque chose qui allait pas, c'était quand même quelque chose qui allait pas dans un cadre où globalement ça allait. Donc la correction était souvent facile à mettre en œuvre et puis ok pour tout le monde, quoi. Enfin, ça dépend, hein. Quand on a rajouté une scène complète au storyboard. Oui, mais justement, c'était au storyboard. Mais heureusement, c'était au moment du storyboard. Ça a pu être en effet 5 pages supplémentaires pour une scène, jusqu'à un sourcil qui ne va pas sur une case qui est grande comme ça. C'est vraiment, on s'est rien laissé passer, mais du plus grand au plus petit détail. Alors après, on s'est épargné les uns les autres. Moi, j'ai déjà raconté que, à peu près arrivé à la moitié du bouquin, j'ai pensé qu'on était en train de le louper. Non pas que le boulot artisanalement était mal fait, mais je trouvais que c'était pas à la hauteur de nos souvenirs. C'était pas mal, hein. Franchement, il y avait même pas à avoir honte, mais je trouvais qu'on était pas, et je leur en ai pas parlé parce que eux, ils étaient à fond à ce moment-là en train de dessiner. Brice et Alexis, et je m'en suis ouvert à Xavier, on en a discuté, et puis on s'est dit, on attend un petit peu, peut-être que même tout bêtement, eux qui sont en tête là sur le dessin, parce que alors, le storyboard était très abouti, donc en fait, il avait des côtés crayonnés. Donc c'est pour ça qu'on parle d'étape d'ancrage quelque part après pour l'étape du dessin, parce qu'en fait c'était à moitié entre l'ancrage et le dessin, parce qu'il y avait des choses. Et en fait c'est amusant parce que vous avez commencé vous à résoudre des problèmes à ce moment-là. Et quand moi je suis rentré dans le projet, une bonne partie des trucs étaient résolus. Et là, moi, d'un coup, j'étais en train de me rassurer. Et j'ai pu leur dire, avec Xavier, à un moment, on a eu un coup de mou, et puis non, vous commencez à trouver les solutions, on les a appliquées à toutes les pages après. Enfin voilà. On a mis beaucoup de temps parce que sur un bouquin de 130 pages, je m'en rappelle très clairement avec Alexis, on a commencé à trouver le début du bon réglage vraiment vers la page 60-70, quoi, à la moitié de l'album. On l'a senti de toute façon avec les scènes, avec l'évolution des scènes. Il y a cette grosse scène de baston dans la ville, une des premières scènes de baston, où là, en fait, on a dû faire péter le réalisme, qu'on avait peut-être un petit peu moins avant, où on avait du mal à trouver. Et c'est vrai que ça a été plus simple de se caler sur cette scène-là à partir de ce moment-là. Et c'est là où Denis est entré en scène et où on a continué justement de peaufiner, de pousser toujours un tout petit peu plus loin. Parce que comme on disait, on parle souvent du parallèle des fenêtres. Je m'explique, forcément, quand tu dessines des bastons dans Tokyo, tu dois dessiner plein de fenêtres. Donc nous, on a fait plein de fenêtres avec Alexis. Alors, on était contents, il y avait plein de fenêtres. Et là, Denis est arrivé, les gars, c'est super, il y a plein de fenêtres. Mais moi, je pense qu'il y en a pas assez. Et donc voilà, c'est là où ça a commencé, où on s'est dit, ok.
Et ils ont doublé le nombre de fenêtres, et il s'avère que sur une dépasse que j'ai fait, il y a pas mal de cases où j'ai à nouveau redoublé le nombre de fenêtres. Ça, c'est l'avantage en informatique, et éventuellement on peut prendre une façade, la réduire par 2. Bon bah le problème c'est qu'on doit dessiner une deuxième façade à côté. Mais et en fait on a vraiment avancé par réglage comme ça, jusqu'au moment où on était tous en train de regarder les planches en disant ouais quand même là. Là, il se passe quelque chose. Et c'est encore une fois, c'est vraiment rare, hein, parce que déjà, quand on travaille, on est un peu seul face à son travail. Alors, le scénariste voit les planches et tout. Alors moi, je suis carrément tout seul face à mon travail. Donc, on manque de recul quand on est tout seul. Alors, l'atelier virtuel nous sert à ça. On se montre souvent le travail pour que les autres nous apportent du recul. Et puis, surtout, on n'a pas le recul temporel. Hélas, on n'a souvent pas le temps de revenir sur les planches. Et déjà, moi, 6 mois après, j'ai toujours envie de refaire mes bouquins intégralement, quoi. Et je pense qu'on est pas mal comme ça, qu'on aurait envie peut-être pas de refaire le bouquin, mais de refaire des cases, des têtes, des expressions, voire même reprendre entièrement une scène en se disant celle-là, elle aurait pu être tellement mieux. Et ça, on l'a fait sur ce Goldorak. Voilà. Moi, j'étais pas comme ça, mais c'est de la faute à Denis. Maintenant, je suis comme ça. Voilà. Mais je le remercie. C'est une question que moi j'avais par rapport à ma lecture de Goldorak. Quand je l'ai lu, il y a 3 dessinateurs en tant que tels qui ont travaillé sur cet album-là. Et on sent pas de différence, on sent une cohérence totale au niveau du dessin. Comment ça a fonctionné pour arriver à ce résultat-là? Parce que vous êtes quand même 3 dessinaters avec votre propre style à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait qui était chargé de faire les décors ou c'est vraiment un travail conjoint entre les 3? Johan a dit c'est grâce à la couleur. Ah oui, ben ça oui aussi, parce que ça je voulais en arriver à la fin, parce qu'on n'en parle jamais des couleurs dans la BD. On en parle rarement, là, mais effectivement, ça fait partie de toute cette œuvre-là, parce que c'est magnifique, les couleurs, ça vient évidemment magnifier tout ça, là, mais c'est. Alors notre objectif au départ, clairement, il était qu'on soit un seul dessinateur. Hein. Ouais. OK. Il n'était pas question que... Alors moi j'avais pensé à Brice parce qu'il fait bien les bonhommes japonais. J'ai pensé à Alexis parce qu'il allait bien faire Vega et moi j'allais bien faire les fenêtres dans les immeubles. Enfin non, ça n'aurait eu aucun sens. Et le but était même dès le storyboard. Hein. Moi je me souviens au storyboard... je suis assez radical dans ma manière de storyboarder et comme je suis assez radical, c'est pour ça qu'ils ont commencé. C'est qu'il fallait absolument qu'ils prennent la main sur le storyboard avant moi pour que ça ressemble à l'arrivée, pas un de mes albums, parce qu'en tant que bouquin d'action, j'aurais pu vachement peser dessus. Et comme ils ont commencé, moi, quand j'ai fait la deuxième phase sur le storyboard, que je suis passé derrière eux, il y avait plein de choses auxquelles j'aurais jamais pensé, moi, en tant qu'auteur de BD d'action, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai musclé ce qu'ils avaient fait. Et puis après, ça repassé à eux. Ils ont trouvé que j'avais perdu à des moments en nuances, en personnages et compagnie. Donc, et ainsi de suite. Et à la fin, le storyboard, c'est le storyboard, ça ne ressemble il y a aucun de nous qui storyboard comme ça. Un titre individuel. Et je dirais même qu'il n'y a pas une page où on dirait ça c'est absolument du machin du truc. Si, la seule, éventuellement, ce serait celle l'avant-dernière qui était la première du projet, qui est celle du dézoom sur le cockpit de Goldorak, parce que celle-là on l'a fait on a repris tel quel la planche d'essai. Et en l'occurrence c'est un de mes storyboards et ça ressemble beaucoup à du Universal War dans la manière de faire éventuellement quoi. Mais c'est la seule planche dans laquelle on peut retrouver la signature de storyboard et c'est pareil pour le dessin à chaque fois. C'est évident que sur les personnages, comme c'est Brice qui les a designés, moi j'ai dû me couler dans l'exercice quoi. Mais à la fin, en toute franchise, je faisais des Actarus comme Brice les aurait fait. Hein. Il y a un truc très simple, déjà entre nous. Il y a des anecdotes comme ça très rigolotes. Donc Denis est en train de travailler sur l'ancrage après notre passage avec Alexis. Il me dit tiens regarde, je trouve que ce visage-là, il est un peu loupé. T'as vu, t'as fait ça. C'est pas moi Denis qui a fait ça, c'est toi. Ah merde. En fait, le fait est que avec Alexis, on est rompu à l'exercice. C'est le 4e ou 5e album qu'on dessine ensemble. Nous, comment on fait on aime à dire, et c'est ce qu'on a fait avec Denis. On aime à dire que c'est ça, c'est la formule rigolote, mais c'est presque ça. On a fait un trait chacun. C'est très con, mais je vais dessiner l'œil gauche, l'œil droit, j'y arrive pas. Alexis va dire fais voir, je le fais. Il le fait. Ah ouais, il est super. Du coup, il fait le nez, il fait la bouche. Mince, la bouche, du coup, je sais pas ce que je veux. Denis, attends, regarde, machin, vulgairement, et hop, ah ouais, c'est super. Et voilà. Et t'as fait un visage, et t'as les 3 qui ont participé au visage. C'est vraiment comme ça. Ouais. Et ce qui est magique, c'est que nous 3, on est incapables de se souvenir qui a fait quoi quand on regarde l'album. Par contre,
les gens qui nous connaissent sur une même page vont dire « Ah, Denis, on sent ta patte. Ah, Alexis, on sent ta patte. Ah, Brice, on sent ta patte. » Et ça, c'est génial parce que ce n'est ni mon dessin, ni le dessin de Denis, ni le dessin d'Alexis, mais les gens qui nous connaissent et qui connaissent très bien notre dessin reconnaissent notre patte sur les pages, sur les mêmes. En gros, nos parents sont tous persuadés que c'est leur fils ou qui a pris le contrôle sur le projet. Voilà, exactement, vraiment. C'est assez incroyable. Donc, c'est preuve qu'on a réussi la synthèse de nos 3 trucs et qu'en plus, on fait vraiment l'illusion pour tout le monde. Donc ça, c'est top. Comme je disais tout à l'heure, un peu en plaisantant, mais pas totalement, à la fin, il y a la couleur qui vient faire une unification de tout ça, qui vient unifier les différents petites choses qu'on pourrait repérer. Donc voilà. Donc c'est pas étonnant qu'à la fin, les gens trouvent que ça fait comme si c'était un seul dessinateur. Ouais, ça je confirme. Je peux après la lecture, tu peux pas voir si cette planche-là a été dessinée par quelqu'un, l'autre non, c'est comme c'est un tout, c'est un grand tout. Écoute, hier les éditions Kana ont publié une vidéo du créateur Gunagai qui semble-t-il a lu la BD et a apprécié la BD. Qu'est-ce que ça vous a fait en tant qu'auteur de voir ça arriver? Il paraît que moi j'ai pas fermé ma bouche pendant 3 minutes, mais on a reçu un message de la part on met sur nos téléphones, on a reçu un message de la part de Christelle Oulens qui nous a dit ça l'avait fait rire de voir nos têtes quand ils nous l'ont annoncé. Donc je pense que voilà, c'est ça. C'est qu'on était un peu bouche bée, on savait plus trop où étaient nos pieds, et puis voilà. On a eu interview l'interview, donc. Oui, à la fin là, c'était pas possible quoi. Mais en interview, on nous demandait souvent quand on a passé Gunagai, alors on disait il a dit oui au départ, lui et Dynamic, la société qui gère Goldorak, ont suivi tout le projet, ils ont donné leur accord à tout, ils nous ont jamais fait une remarque de travers, donc a priori ça leur va. Mais nous, on avait toujours une sorte de doute qui était genre ouais, ça a fait le job, mais dans le fond, ils se demandent un peu pourquoi on a fait ça quoi. Et le voir nous dire texto, on sent bien qu'il a regardé, il fait ouais quand même ça le fait quoi. Et se faire dire ça par la personne qui est à l'origine d'une bonne partie de la culture méca, etc. et tout, enfin qui est en plus qu'un auteur au-delà de Goldorak, un auteur d'un grand auteur de manga, hein, c'est un de ceux qui a fondé le manga moderne et tout, enfin c'est waouh. Et en plus il a l'air tellement gentil, oui. C'est vrai. Vous avez dit que cette BD-là était, l'important c'était qu'elle soit à la hauteur de nos souvenirs. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Goldorak, qui entend parler de cette BD-là et que c'est extraordinaire et qui se dit « je me l'achète », est-ce que ça va être difficile pour cette personne-là d'embarquer? Alors, on a fait tout notre possible. Dès le départ, il y avait l'idée d'essayer de le rendre lisible parce qu'il y avait l'idée éventuellement de passer Goldorak à des gens qui ne le connaissaient pas. C'était un de nos plus grands fantasmes à tous les 5, c'était de se dire s'il y avait des gens qui allaient voir le dessin animé Goldorak après, parce qu'on a fait cette BD, on aurait rendu justement à Gunagai et à ce dessin animé tout ce qu'on lui doit quoi. Entre faire tout son possible et réussir, il y a un univers. Il s'avère que maintenant on a plein de lecteurs. On a confirmation, plein de lecteurs de tout âge. Alors par exemple, mes parents, qui n'ont jamais vu Goldorak, ont lu tous les deux la BD. Alors mon père, c'est déjà pas mal, ma mère, c'est hallucinant. Et ont tous les deux vraiment aimé, ça se sent bien quand ils en parlent. Hein. C'est pas juste parce que je suis leur fils le plus beau du monde et tout ça. On croise maintenant plein de jeunes de 20 ans, 25 ans, qui l'ont lu, qui l'ont pris un peu par le côté culture manga. Et qui apparemment l'histoire se lit super bien et apparemment ils sont sensibles à tous les thèmes qu'on manipule dans cette histoire, aux personnages et tout. Ils disent tous ouais on a regardé le dessin animé après sur YouTube. Enfin voilà, donc c'est maintenant on peut dire aux gens voilà vous posez pas de questions, vous pouvez y aller. C'est pas parce qu'avant ça aurait été un peu une promesse qu'on s'était faite à nous-mêmes. Enfin bon c'est toujours. Au début, il y a un résumé en plus qui avait été fait évidemment pour rappeler aux gens qui voulaient pas revoir tout le dessin animé avant, mais aussi dans l'idée justement que ça rendait accessible le monde aux gens qui allaient découvrir quoi.
Ouais, puis c'est très bien aussi pour les gens qui l'ont vu. Ça fait très très longtemps comme moi. Là, ça nous a permis de se remettre dans le bain. Il est très fort le résumé de Xavier. Moi il m'épate d'avoir réussi à résumer Goldorak comme un texte aussi court. Ça aide beaucoup parce que c'est vrai que les souvenirs étaient loin de ce qui s'était passé, là, surtout au niveau de la finale et tout ça. Là. Fait que c'est un plus. Écoutez. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était quand même un terrain qui était miné parce qu'il y a beaucoup de gardiens du temple dans ce genre d'adaptation-là. Quand on adapte des personnages cultes, quand on adapte des personnages tellement importants comme ça. Et là, je n'ai pas vu aucune critique négative sur Goldorak. J'ai beau chercher, j'ai beau regarder, ce qui est quand même assez rare dans le milieu de la BD. C'est un succès tant au niveau de la critique, tant au niveau des ventes. Est-ce que ça vous surprend, ce succès de Goldorak-là, d'avoir repris ce personnage-là, être arrivé à faire un consensus pour aller chercher les vieux, les nouveaux lecteurs de Goldorak, les gens qui connaissaient pas ça? Tout le monde est impressionné par votre travail. Est-ce que ça vous surprend? Oui. Carrément. Ouais. On pensait quand même qu'on allait avoir des zones d'ombre. Ouais, enfin, on a vraiment, particulièrement à partir du moment où on a officialisé le projet auprès du public. Donc c'était en janvier 2020 à Angoulême. Il faut savoir qu'on venait de passer 4 ans en mode secret. Il faut rien dire. C'est le projet G. Tu vois, déjà en 2019, c'était le projet G. Nous, on était là. Il y a des gens, tu vois, Alexis, par exemple, on n'a pas du tout parlé à sa mère ou à ses parents. Et c'était le genre de truc, enfin, tu te dis, bon, moi, j'en avais parlé à mes amis, à ma famille, tout ça, voilà, mais je dis surtout, dites rien. Et voilà, c'était le projet secret. Et à partir du moment où c'est devenu public, et en effet, on a vu l'engouement. Et de voir l'engouement, moi j'étais très content malgré tout au moment où cet engouement-là est arrivé, cette curiosité du public à tous les niveaux, que ce soit les gardiens du temple ou les néophytes ou quoi que ce soit. Moi heureusement on avait bien avancé, on avait presque fini de notre côté, parce que sinon je me serais mis une pression monumentale et je pense que ça m'aurait bloqué pour continuer d'avancer. Et jusqu'au 15 octobre à la sortie du livre, mais j'étais vraiment comme ça, en me disant c'est un petit peu avec tout ce qu'il y avait autour de la bande dessinée, c'est un petit peu de s'imaginer sur les starting blocks et qu'on vient de te faire des piqûres de stéroïdes en disant tu vois c'est génial, mais t'es encore sur le départ et tu sais pas s'il faut, en fait tu vas te prendre le pied et tu vas trébucher mollement et t'éclater par terre quand tu vas partir. Et il y avait un peu de ça, il y avait vraiment cette crainte là. Alors Goldorak c'est x1000 par rapport à d'autres choses que j'ai pu avoir avant, mais ouais, donc très agréablement surpris, toujours assez surpris finalement de en effet, comme vous dites, de ce succès d'estime qu'on a pour l'instant. J'ai juste envie de dire pourvu que ça dure. Et voilà. Denis, t'avais l'air. Johan, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais dire qu'en plus, pendant qu'on était en train de faire l'album, on avait fait diffuser un step by step de Actarus où il avait la barbe. Puis là, ça s'était enflammé sur les réseaux sociaux parce que mon Dieu, il a la barbe, il trahissent mon enfance. Et effectivement là, de ce qu'on a vu, je sais pas s'il y a des critiques négatives ou pas. Enfin, de toute manière, je pars du principe qu'on peut jamais satisfaire tout le monde, mais on a vu des gardiens du temple, des gens dont on craignait qu'ils aient un point de vue très très critique qui en fait était juste. Quand je parle de gardiens du temple, je parle de gens qui ont passé leur vie à collectionner des choses sur Goldorak, qui ont passé leur vie dans Goldorak et qui était ému aux larmes, en train de nous dire merci pour ce que vous avez fait, c'est fantastique. Et on a vu plus de gens comme ça que les gens étaient heureux qu'on ait fait ça, et qu'on ait fait ça surtout en ne cherchant pas à recopier simplement un épisode de Goldorak comme à l'époque, en essayant d'y apporter quelque chose qui était de nous. Et puis en fait c'est ça qui... Plusieurs d'entre eux nous ont dit c'est ça qu'on voulait, quoi. C'est exactement ça qu'on voulait. On est heureux, quoi. Moi, je pense qu'avec Xavier, on était les deux seuls à avoir réalisé au départ. On n'avait pas trop transmis ça aux autres parce qu'on voulait pas les flipper. Goldorak, c'était une religion. C'était un événement incroyable dans l'histoire de la culture en France. Que les 4 millions de gosses qui avaient acheté
le disque de Gonagai, le disque de Noam, le générique, tous ces gamins là qui avaient pris leur petit argent de poche pour aller acheter 4 millions, c'est délirant quoi. Sur un pays, il y avait en gros tous les enfants du bon âge avaient été acheter le CD. Enfin le 45 tours, c'était avant le CD. C'est ça. Au Québec aussi, ça jouait à la radio. Mais oui, et on savait que ça avait duré un certain temps, puis que ça s'était arrêté, que c'était devenu un mythe. L'absence qu'on a mis dans le scénario, c'est quelque chose dont on avait pleinement conscience dès la première minute, et que c'était donc une sorte de religion engloutie, comme une cité d'or engloutie, enfin un temple englouti, et que il y avait énormément de gens pour qui c'était lié à l'enfance, et que c'était du fondamental, et que donc si on se plantait, on allait voir de la haine en face de nous. Là aujourd'hui, on voit de l'amour. Faut être honnête, on a vraiment vu de l'amour. On a vu des tonnes de gens extrêmement heureux. En plus, à la sortie c'était quand le livre est sorti, on sortait d'une nouvelle vague Covid, et c'était un moment de retrouvailles entre les gens, ce qui c'est des événements où on a été, etc. Donc, on a profité voilà d'un sentiment incroyable. Mais je pense qu'on aurait pu subir exactement l'inverse si le bouquin avait déplu. Et on n'a pas décidé d'écrire le livre pour le public. Malgré ça, au départ, on s'est pas dit on doit quelque chose de précis au public. On s'est dit on est cinq fans de Goldorak, d'âges différents, qui ont eu des rapports hystériques pour 3 d'entre nous, un peu plus distanciés pour Brice parce que tout bêtement il est plus jeune et que c'était moins un phénomène, même s'il a beaucoup aimé à l'époque et que ça fait partie des quelques dessins animés qui t'ont le plus marqué. Johan avait un peu oublié, je pense, entre-temps, et puis d'un seul coup tous les souvenirs d'enfance sont revenus quand on en a parlé, c'était rigolo, mais c'était un truc que t'avais mis de côté, t'étais passé à autre chose quoi. Et donc on s'est dit voilà, on est 5 avec un rapport différent, donc on peut se faire confiance, l'air de rien, on représente un peu ce vaste public qu'a aimé Goldorak. Faisons le meilleur bouquin possible pour nous, et on verra. Et donc on a été là-dessus, on a bossé comme des tarés, on a refait, je vous dis, j'ai jamais autant réfléchi sur les enjeux narratifs d'un bouquin, sur le fait que ce livre soit lisible par des gens qui lisaient pas de la BD habituellement, même on s'est posé ces questions-là, on s'est dit on a des néophytes en lecture de BD souvent qui vont le lire, donc tout doit être hyper clair comme jamais, etc. D'ailleurs, pardon, je termine. On a fini on a fini avec Johan, on a bouclé le 2 août, je crois, pour le départ à l'imprimerie en urgence. Et moi, j'ai pas dormi jusqu'au 20 octobre, je pense. Parce que en fait, à ce moment-là, une fois que ça a été fini, qu'on ne pouvait plus revenir en arrière, j'ai passé mon temps à me dire, on a peut-être complètement fait un hors-sujet par rapport à ce que les gens voudront voir. On est malgré notre honnêteté, notre bonne volonté, le fait qu'on soit des purs fans, tout ça, on est peut-être complètement passé à côté. Est-ce que les gens vont aimer le fait qu'on voit pas Goldorak pendant un nombre de pages incroyable, quoi, quand même? C'est assez gonflé en termes de scénario d'oser le cacher aussi longtemps, quoi. Est-ce que les gens vont aimer qu'on ait passé beaucoup de temps sur la psychologie des personnages, parfois peut-être au dépens des batailles, hein, parce que le premier réflexe quand on pense Goldorak, c'est baston, même s'il y a énormément de batailles, hein, il y en a un sacré paquet de pages, et tout ça. Moi, je me suis mis à tourner en rond, et je me suis dit on va se planter. Alors, on a eu les premiers retours des premiers, en effet, gros collectionneurs. Il y en a quelques-uns qui ont été mis dans le secret, qui ont eu le droit de le lire avant, qui ont été positifs. Alors, on a fait bon. Alors peut-être qu'ils vont pas tous nous détester. Puis après, on a eu les premiers journalistes. Alors là, on a vu un truc qu'on ne voit jamais avec les journalistes, c'est qu'on a reçu des remerciements. Oui. Les journalistes écrivent pour dire vous m'avez donné c'était génial les gars, vous m'avez donné du bonheur, vous pouvez pas imaginer. Merci. Le mot Madeleine de Proust est revenu très souvent quand même. Voilà. Oui, j'ai eu 8 ans à nouveau pendant 1 heure, etc. Et puis rajoute, et puis j'ai posé le bouquin, mais c'est malin votre truc là. Enfin voilà, des trucs comme ça, moi j'avais jamais vu ça. Hein. Des critiques positives, j'en ai vu souvent, mais des merci, c'est vraiment super rare. Mais on a été rassurés vraiment que quand on a vu les gens normaux, j'allais dire, l'ont lu. Et ils nous ont envoyé du bonheur, au kilomètre tout le temps, etc. Mais c'est dangereux. C'est dangereux il y a un temple qui est incroyable et d'aller s'amuser à construire une aile supplémentaire pour voir ce qui va se passer, quoi. Vous avez eu des retours de lecteurs, de journalistes. Avez-vous eu des retours de producteurs intéressés à acheter les droits d'adaptation? Oui. Il y a eu des touches. Après, c'est un projet complexe, voilà. Mais il y a, moi, je dirais qu'on peut pas se déplacer à un endroit où il y a des producteurs sans qu'il y en ait un qui fasse mais il faut absolument qu'on trouve le moment de boire un coup ensemble, voilà. Donc. Parce que c'est une BD à succès là, puis l'engouement est clairement là, non?
Après, le visuel, ça nécessite beaucoup d'argent, on le sait tous, et il faut quand même avoir une cible publique importante. Et l'air de rien, le public de Goldorak, eh ben, c'est un public francophone, un peu arabophone, parce qu'il y a eu quelques diffusions dans des pays du Maghreb et puis au Liban, etc. Et puis c'est l'Italie, un petit peu l'Espagne, et puis c'est fini. Le Japon, évidemment, mais pas le Japon énorme, le petit Japon. Parce qu'en fait, Goldorak, pour ceux qui ne savent pas, c'est la suite de Mazinger. Donc voilà Mazinger, qui est c'est le 3e volet de la saga. Et alors ils ont fait un choix dedans à l'époque qui a pas plu au public japonais, c'est que en fait Alcor, le comparse d'Actarus, là, le sidekick d'Actarus, et ben en fait c'était le héros de Mazinger Z, le premier volet. C'est comme si on faisait Batman 3, mais le premier Batman il est devenu Robin. C'est très sympa en termes de scénario, sauf pour ce que ça génère. C'est pour ça qu'Alcor il est vénère en fait pendant toute la première saison, quoi. C'est que lui il a été le pilote qui sauvait la Terre et compagnie, puis d'un seul coup il se retrouve à être le mec qui fait les gags, qui se crache dans chaque épisode quasiment. Le faire valoir. Et la fille regarde l'autre en plus, quoi. Donc alors que c'était lui le héros. Donc moi je trouve que c'est super en termes de scénario, mais évidemment le public japonais n'a pas accroché à l'époque. Donc c'est un bon succès au Japon à l'époque. Mais c'est un succès à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas culte comme ici. C'est vrai. C'est Mazinger qui est culte là-bas. Voilà. Donc faire un dessin animé sur Goldorak, ce serait réussir quand même à avoir la certitude. Alors maintenant, j'en ai vu un il y a quelques semaines qui m'a dit, ouais, vu ce qui se passe sur la BD, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a des millions de spectateurs en réserve en France. Et l'air de rien, quand on commence à parler en millions, le financement, ça devient un peu plus crédible. Voilà. Donc. On a notre collègue Joël qui confirme ce que vous avez dit, qui elle ne connaissait absolument pas Goldorak. Alors, c'est une très jeune lectrice et elle confirme qu'après avoir lu la BD, ça lui a donné forte envie d'écouter la série. Voilà. Alors, c'est une nouvelle lectrice de Goldorak. Le but est atteint. Excellent. Écoute, oui. Parfait. Cette double planche où ce qu'on voit Goldorak pour la première fois, dans l'eau avec cette magnifique lumière. D'ailleurs, quand je dis que les couleurs sont extraordinaires, je pense que cette planche-là, là, elle est sublime. Je dois vous avouer que j'ai versé une larme parce que là, je me suis vraiment retrouvé dans ma jeunesse quand je l'ai revu, ce robot d'acier-là. Et puis, je t'en avais parlé un peu. Je t'avais dit que cette lecture-là m'avait ramené un peu dans ma jeunesse. Alors, moi aussi, j'en profite pour vous dire merci. Oui. Puisque je vous ai en direct aujourd'hui pour cette BD-là. C'est une BD qui m'a énormément plu, énormément touché aussi, parce que ça m'a fait revivre les sensations que j'avais quand j'étais jeune. Et en même temps, c'est une histoire que vous avez quand même actualisée. Je veux dire, on voit des thèmes qu'il n'y avait pas dans la série, qui est beaucoup plus actuel dans cette série-là. Ça a été très, très bien fait au niveau du scénario. Je pense que vous avez fait un très beau travail de rendre le personnage un peu plus réaliste ou plus actuel dans notre époque. Alors, chapeau, messieurs. Écoute, ça fait quoi, 48 minutes environ? Je veux dire, oui. J'ai peut-être une dernière question à vous poser avant de vous laisser, parce que on va vous laisser. C'est peut-être la même que moi. On va vous laisser votre dimanche, là, parce qu'on veut pas vous prendre toute la soirée. À la fin, on finit moi, je suis bien, là. Mais là, vends pas de punch. Ah, ben là, le punch, c'est pas un gros punch, mais on termine avec le futur est plein de promesses. Est-ce qu'il pourrait avoir un tome 2, un tome 3, un tome 4, un tome 5? Moi, j'en prendrais 10, mais ça, bref, c'est mon vœu de lecteur. Mais pour vous, si on vous offre la possibilité de continuer les aventures de Goldorak, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous avez fait le tour? Alors, je vais parler pour moi. Moi, j'ai vécu cette aventure-là. C'était incroyable. Et je trouve que la beauté d'une aventure comme ça, c'est quand elle prend fin. Et ce que j'aime avec la fin qu'on a fait, c'est la fin que j'aurais voulu. Quand on a repensé, quand on rediscutait, parce qu'en effet, c'est un peu comme toi, quand on a dit tiens, on va faire Goldorak, ça faisait tous des années qu'on l'avait pas vu. Et quand on en a reparlé, etc., il y avait toujours cette forme de frustration du dernier épisode. On disait non, mais ne t'en vas pas, enfin.
Et c'est vrai que cette fin-là, ouais, moi, elle me met d'accord parce qu'elle est ouverte. Et en même temps, elle est pour moi, elle peut être définitive. C'est-à-dire que, voilà, c'est un petit peu ils vécurent. Pour moi, c'est la fin. Enfin, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, etc. Voilà, il y a un côté comme ça. Et ce que j'aime, je serais beaucoup plus excité de me dire que il y a un auteur un jour qui est jeune aujourd'hui et qui se dit tiens, j'ai adoré ça, et qui lui aurait envie de faire quelque chose, de rebondir sur l'album. Je trouverais ça beaucoup plus cool que moi de revenir à ce truc-là. Moi, vraiment, je pense que ma parenthèse Goldorak, voilà, j'ai rejoué avec, je me suis éclaté. Il est temps de le remettre dans le coffre et de se dire bon ben voilà, j'ai tourné la page, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec le personnage. C'est mon point de vue. Voilà. Après, je ne sais pas ce qui est. Ouais. Ce que j'en pense, c'est que cet album a été fait pour être un one shot. C'est tout. Maintenant, il est sorti il y a 2 mois. Je sais pas dans 7-8 ans ce qui lancera. Voilà. Mais il a été prévu pour être fait. C'est un tome, c'est celui-là et c'est tout. Okay. Et moi, j'ai toujours 1500 idées pour une suite. Donc 1500 tomes. Hein. Et en même temps, on a fini par trouver la métaphore. On a un peu grimpé l'Himalaya ensemble à la petite bande. On a réussi voilà, avec les mots de Gonagai, là maintenant, voilà, on l'a vraiment grimpé jusqu'au bout, cet Himalaya. Il y a eu aucun blessé. Il y a eu même que des gens qui redescendent plus fort, plus beaux, qui se sentent, voilà, enfin, ça, c'est, je sais pas si on s'amuse à grimper une deuxième fois l'Himalaya pour voir si la deuxième expérience va être moins bonne. Bon, peut-être qu'on va découvrir qu'il y a une face nord et que et se retrouver super excité d'un seul coup de monter par la voie difficile. Mais en toute franchise, ça a été tellement incroyable comme histoire que je pense qu'aujourd'hui là, on aurait tous peur de gâcher de gâcher ce qui s'est passé parce que c'est tellement, c'est tellement magique. La magie. Quand c'est de la vraie magie, hein, pas un truc de magicien, mais la vraie magie, ça arrive quand même pas si souvent que ça dans la vie. Tenter le diable pour voir s'il va une deuxième fois nous donner de la magie. C'est ça, essayer de gagner 2 fois à la loterie. Oui, c'est un peu ça, oui. Alors, c'est vrai qu'on sent bien. On a des commentaires de gens qui nous disent qu'on est des grands fans de Goldorak. On vous dit merci pour cette BD. Alors, je pense que c'est unanime au Québec aussi. Ici, je pense que les gens qui l'ont lu, qui ont eu la chance de l'avoir, sont tous unanimes aussi. Je pense également les chroniqueurs BD sont unanimes aussi. Cette BD-là, c'est une réussite. Écoutez, un grand merci. En plus, la BD est magnifique. Il y a à la fin, dans l'atelier de Goldorak, qui nous parle de toute la conception, qui est superbe. Alors, c'est la BD en tant que telle est une œuvre d'art tout seul. Oui, absolument. Alors, et Noël s'en vient. Alors, les gens qui nous écoutent, auditeurs et auditrices, quel beau cadeau à donner à n'importe qui. Alors, go, 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 comme on dirait. Là, c'est un jeu de mots avec... Ben oui. Hein? Goldorak Go. Avec Goldorak Go. Et merci. Je pense, Sylvain, il y a d'autres questions? Ben, moi, en fait, c'est juste un commentaire concernant une possible suite. Oui, c'est un one-shot, mais ça reste quand même que cette BD-là, au niveau des ventes, est uniquement dépensée par Astérix. Donc, moi, être un éditeur, je voudrais un 2e tome. Ah, puis moi, j'adore l'argent, à titre personnel, hein, mais... Bon, ben tant mieux. mais merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Et vous savez, hein, pour terminer par rapport à l'argent, aux éditeurs et compagnie, si on faisait de la BD pour gagner de l'argent, on serait un peu trompé de métier. Parce qu'en général, on en perd surtout. Voilà. Hey, merci infiniment d'avoir pris du temps dans ce dimanche pour venir nous parler de Goldorak. On va continuer à vous suivre dans les séries que vous avez. Ça continue. Vous avez une très grande carrière de BDiste en arrière de vous et en avant de vous encore. Alors, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Alors, je suis un fan de tout ce que vous faites. Alors, merci beaucoup. On aura l'occasion de se rejaser. Ouais, et ça va s'insérer dans notre épisode de Goldorak qui va s'en venir bientôt, là. Alors, on va s'amuser, nous aussi, à discuter pendant un petit 2 heures de notre amour de Goldorak. Oui. Et avec Joël qui découvre Goldorak. Voilà. Alors, merci beaucoup à tout le monde. À très bientôt. Merci de votre accueil qui est toujours formidable. Merci beaucoup.
Bye bye. Bon dimanche. Bye. Ciao. Ciao.